Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame. Prochain point sur l'actualité à 8h avec le Flash Info et à 8h30 avec l'actualité internationale comme tous les matins dans le journal de Radio Vatican. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter, nous réécouter et télécharger toutes nos chroniques et nos émissions sur notre site internet www.radionotre-dame.com. 7h35, le grand témoin Louis Dauphren. Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren. C'est peut-être l'une des personnes qui apporte au Front National ce qui lui manquait, c'est-à-dire une crédibilité de compétence en matière économique et financière. L'évolution du discours de Marine Le Pen sur la sortie de l'euro vise à rassurer un électorat soucieux de conserver son capital. L'accord conclu avec Nicolas Dupont-Aignan montre aussi que la politique, c'est l'art du compromis et qu'un parti, naguère infréquentable, peut faire tomber les barrières pour peu qu'elles ne soient pas douanières. Parce que l'axe majeur du Front National, c'est quand même le rétablissement frontière. Bernard Monod est donc avec nous ce matin. C'est le stratégiste économique du FN, député européen, donc soutien forcément de Marine Le Pen. Et puis demain sera à ce même micro, présente Corinne Lepage, soutien d'Emmanuel Macron. Comme cela, nous écouterons les camps des deux finalistes juste avant le débat de mercredi soir. Bonjour Bernard Monod. Bonjour. Vous êtes un petit peu le profil qui déstabilise, parce que le Front National ne nous avait pas habitués à ce type de personnalité. Vous venez du monde de la finance. Absolument, enfin de la finance, de l'économie au sens large, banque et compagnie d'assurance. Vous pouvez donner un aperçu de votre parcours quand vous vous présentez à l'extérieur ? Alors, je suis suspendu à l'heure actuelle depuis mon mandat en étant à la Caisse des dépôts et consignations depuis 2008. Parce que vous êtes député européen. Absolument, par rapport à mon mandat. Et puis auparavant, donc, dans le groupe Natixis et avant pendant 13-14 ans dans le groupe Allianz, une compagnie d'assurance vie très importante. Qu'est-ce que vous y faisiez ? Je m'occupais donc de finances, d'investissement et puis sur la fin de ma carrière, en cours de ma carrière, donc économiste. Quelle est votre histoire avec le Front National, Bernard Monod ? Très ancienne. J'ai été convaincu par, je dirais, le sentiment patriotique dès mon plus jeune âge, donc adolescent. Et à partir de là, j'ai toujours une sympathie, si vous voulez, pour les engagements très profonds envers la nation et la patrie. Moi-même venant d'une famille qui a combattu dans les deux guerres, mes deux grands-pères ayant fait la Première Guerre mondiale et mon père ayant été engagé volontaire en 1940 pour combattre donc l'occupation allemande. Voilà, donc la fibre patriotique a toujours vibré en moi. Emmanuel Macron à Oradour-sur-Glane ? Une indécence parce qu'aucun homme politique de la Ve République n'avait transgressé ce tabou, ce respect envers ces gens qui ont souffert. Et là, par instrumentalisation politique, M. Macron a transgressé ce tabou. Donc je trouve ça totalement indécent. Vous avez frappé à la porte du Front National, c'est vous qui avez frappé ? Non, ça a été une occasion quand j'avais 17 ou 18 ans. Et donc depuis 1980, je suis la ligne patriotique du Front National. Est-ce qu'on se met au banc de ces relations sociales ? Ça peut arriver pour certains qui n'ont pas encore compris que l'enjeu était presque civilisationnel. Il est civilisationnel, surtout dans cette présidentielle, c'est-à-dire entre deux mondes. La mondialisation malheureuse, contrairement à ce qui nous a été vendu, et puis bien entendu le patriotisme que nous défendons. Voilà, donc qui s'exprime dans tous les domaines, que ce soit dans l'identité nationale, dans la défense de la patrie, dans l'économie, dans le social, etc. On va mettre vos idées naturellement en tension, Bernard Monod, puisque c'est le principe, bien sûr, de la campagne électorale. Je voulais simplement, peut-être pour resituer les choses, que vous nous racontiez ce qui s'est passé en 2008, ce que vous aviez prévu en 2008, parce que personnellement, je n'en avais gardé aucun souvenir. Oui. Oui, c'est déjà un petit peu ancien maintenant, mais nous avons été le seul parti politique en juin 2008, c'est-à-dire 3 mois avant la crise majeure que le monde a connue, d'annoncer donc le 24 juin 2008 de mémoire une conférence de presse qui
prédisait qu'avant la fin de l'été, le système bancaire, financier et monétaire imploserait. C'est exactement ce qui s'est passé, hélas, le 15 septembre, avec la chute de Lehman Brothers, et voilà, avec toutes les conséquences que l'on connaît, la crise du capitalisme, où on entendait M. Sarkozy dans un discours de Toulon dire qu'il fallait rénover le capitalisme, etc. Bon, on a bien vu ce qu'il en a été. Ça n'a cessé de s'aggraver depuis 9 ans. Donc nous avions prévu, nous avions anticipé et nous l'avions annoncé aux Français. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand vous dites nous, c'était vous ? Oui, moi et puis quelques autres, parce que je suis quand même pas seul. J'ai mon confrère, le professeur Jean-Richard Sulzer, qui l'avions élaboré effectivement et anticipé, et nous l'avions annoncé à la direction du Front National à l'époque, qui avait décidé de faire une conférence de presse et que nous avions rédigé. Et voilà, en donnant surtout un calendrier, c'est ça qui est très important. Nous avions dit d'ici la fin de l'été, ça se produirait, et le 15 septembre, la catastrophe est arrivée. Il y a un autre calendrier de cette nature-là, Bernard Monod ? C'est plus difficile aujourd'hui parce que le système est mauvais, mais il se défend bien. Et donc, bon, si on doit donner un espèce de calendrier un peu plus large, je dirais que entre maintenant et 2021, tout peut arriver. Et ce que je crains, c'est que de toute manière, si Marine Le Pen n'est pas élue et qu'elle n'applique pas son modèle de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent, nous finirons dans la banqueroute généralisée. Alors attendez, parce que c'est exactement l'inverse aujourd'hui qu'on aurait tendance à penser. C'est-à-dire que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, c'est plutôt cela qui va précipiter le chaos économique et la fin des économies personnelles, etc., la sortie de l'euro, le saut dans l'inconnu dont on parle. C'est ce que disent effectivement les tenants du système qui nous ont amené la France dans la ruine et dans la situation malheureuse dans laquelle elle est. Je rappelle quand même le bilan de 40 ans du MP, du DF, des Républicains déguisés et des socialistes. C'est quand même 2200 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire 34 000 euros sur chacune des têtes de Français. Dans un ménage, dans un foyer moyen, c'est environ 130-150 000 euros à rembourser. Bon, plus 6 millions et demi de chômeurs réels, c'est pas les 3 millions et demi annoncés par M. Hollande, et puis surtout des déficits intérieurs, des déficits extérieurs, et déficits extérieurs donc de la balance commerciale, notamment depuis que nous sommes rentrés dans l'euro en 2001-2002. Et ça devrait craquer avant 2021. Oui, mais ça a déjà craqué, si vous voulez. En 2008, c'était un premier coup de semonce. On n'est pas sorti de la crise. Au contraire, les choses se sont aggravées. Le système bancaire européen, et je le dis et je l'affirme, est en situation d'état d'urgence. Regardez la situation des principales banques en Italie qui sont en état de faillite. En Allemagne, première économie de la zone euro, vous avez 2 grandes banques qui s'appellent Deutsche Bank et Commerzbank qui sont en situation extrêmement critique, voilà, qu'il faut renflouer à grand renfort d'investissement. Donc si vous voulez, aujourd'hui, le système est subclaquant. Simplement, il est sous perfusion avec des soins palliatifs. Pourquoi est-ce que vous y arriveriez mieux qu'Emmanuel Macron ? Parce que nous avons une autre approche totalement pragmatique des choses. C'est-à-dire que quand un malade n'arrive pas à guérir, on lui donne un traitement. Si ce traitement ne fonctionne pas, on change de traitement. Et si le deuxième traitement ne fonctionne pas, on change de médecin. On en est à cette situation-là aujourd'hui. C'est-à-dire c'est cette course en avant permanente, pilotée par l'Union européenne, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, qui fait qu'ils achètent du temps en permanence. C'est ce qui s'est passé en 2008 avec les relances par le budget. Donc on a creusé énormément nos finances publiques. Et deuxièmement, on le voit depuis 2 ans avec la Banque centrale européenne, le président Draghi a quand même injecté 1500 milliards d'euros pour éviter que le système s'effondre. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème structurel. Le 9 mai 2015. Absolument, exactement. Donc le problème, il faut le reprendre à la racine, c'est-à-dire que l'euro est un instrument qui asphyxie les économies nationales, qui tue l'économie productive. Regardez ce qui se passe sur la désindustrialisation de notre pays avec plus de 2 millions de chômeurs et donc d'emplois industriels qui se sont détruits. Voilà, un pays sans usine, c'est un pays sans emploi. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec malheureusement les 6 millions et demi de chômeurs. Donc si on n'inverse pas ce processus-là, c'est la destruction définitive de notre économie nationale avec que des multinationales
qui utiliseront quelques prestataires de ci, de là, et en particulier hors de la zone euro. Je dirais que le cas emblématique aujourd'hui, c'est Whirlpool. C'est l'expression même de tout ce que nous rejetons, c'est-à-dire le mondialisme destructeur de richesses nationales. Voilà un groupe américain basé à Amiens qui a une usine de fabrication de sèche-linge, qui quitte le territoire après avoir reçu 40 millions d'euros de CICE, donc des subventions de l'État, plus des subventions de la région Nord, et puis qui dit, écoutez, il n'y a pas assez de profit, et moi j'ai besoin de réduire mes coûts, toujours bien entendu la masse salariale, et puis on licencie 300 personnes, plus 200 intérimaires, et je vais m'établir où ? En Pologne, comme par hasard, hors de la zone euro. Voilà. Donc on voit bien que l'euro est un boulet économique, et a fortiori social, et ces gens-là vont avoir le culot ensuite de réimporter leurs produits fabriqués à bas coût, là-bas, sur le territoire français, parce que c'est l'un de leurs principaux marchés de vente de produits, et donc c'est inacceptable. Et donc s'il le fait, on taxe ces produits à 35%, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen. Voilà, exactement. Donc si vous voulez, on est dans le cas typique du mondialisme destructeur. Voilà. Et moi, j'ai donné une définition du mondialisme, c'est faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Et c'est exactement ce qui s'applique dans le cas de Whirlpool. Alors effectivement, d'abord, il faut éviter que cette entreprise quitte le territoire. Donc il y a des moyens positifs et actifs d'agir, notamment par Caisse des dépôts et consignations, BPI France, via, avec la décision. Pas d'argent particulièrement, pas d'argent, de subvention. Pas d'argent du budget, voilà, donc, mais simplement des prises de participation qui engage la direction de Whirlpool à rester en France. Si ça ne marche pas, à ce moment-là, ils remboursent les subventions qu'ils ont reçues de l'État, parce que c'est l'argent des Français. Et troisièmement, application de droits de douane de 35% maximum pour compenser cette concurrence déloyale par rapport à la production française qui, eux, resteront en France. Pourquoi 35 et pas 40, 50 peu importe. Oui, c'est pour afficher une volonté politique de casser cette concurrence déloyale. Bernard Monod, on a le sentiment que Marine Le Pen a infléchi son discours sur l'euro à telle enseigne qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien où on en est. Alors, on comprend qu'il y a la volonté de rassurer une certaine partie de l'électorat, peut-être apeuré, parce que la sortie de l'euro représente un saut dans l'inconnu, un risque peut-être de chaos. Comment interprétez-vous cette évolution ? C'est un revirement, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter ? Pas du tout. Depuis 2008, je vous l'ai dit, donc le Front National avait créé donc le modèle de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent, et donc nous n'avons jamais varié sur la ligne sur la politique monétaire. Donc je me résume, donc ce serait un nouveau franc français au niveau du territoire, à l'échelon national, et non pas le franc de 2001, donc ce serait une parité de 1 pour 1, et au niveau international, parce que nous répondons bien entendu aux préoccupations du monde des entreprises, des grandes entreprises, et aussi des échanges entre les États, eh bien ce serait ce que nous avions avant 1999, c'est-à-dire l'écu, le système monétaire européen, que l'on peut appeler aujourd'hui l'euro-monnaie commune. C'est-à-dire que nous voulons sortir de cette euro-monnaie unique qui détruit la richesse et la création de richesse de la France. Mais à quelle échéance ? Parce qu'il semblerait que depuis l'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, quand même, sérieusement, le temps ait pris une dimension importante. Oui. Non, pas du tout. Il n'y a rien qui a changé depuis l'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan. C'est la perception qui a été faite. Simplement, Marine a toujours dit qu'il y aurait 6 mois environ de renégociation de la France avec nos partenaires européens, donc ce qu'on appelle de l'Eurogroupe, et de la zone euro, donc les 19 pays de la zone euro. Nous allons faire des propositions pour aller dans le sens justement de ce que je vous ai dit, donc un euro-monnaie commune dans les 19 pays de la zone euro, pour être un tout petit peu technique, c'est en quelque sorte, on propose le statut dérogatoire du Danemark, qui aujourd'hui bénéficie donc d'une position, c'est-à-dire c'est de rentrer dans le mécanisme de change européen 2. En quelque sorte, ce serait le système monétaire européen que nous avions avant 1999, c'est-à-dire l'écu.
Voilà. Donc si nos partenaires acceptent ce que je crois, parce que croyez-moi, moi je suis membre de la commission économie, budget et taxes donc au Parlement européen, je peux vous dire que nous sommes suivis par beaucoup de nos partenaires et États membres, notamment l'Italie, la Grèce, etc. On a beaucoup d'échanges. La France n'est pas isolée sur cette position-là, bien au contraire. Les seuls à s'en tirer parfaitement dans cette zone euro, avec cette euro monnaie unique, c'est l'Allemagne. Nous avons une germanisation de l'économie européenne par l'Allemagne. C'est ce qui explique d'ailleurs que l'Allemagne fait en 2016 253 milliards d'euros d'excédent de la balance commerciale et nous moins 50. Donc je veux dire, c'est plus possible parce que il faut comprendre que l'accumulation de tous ces déficits fait que notre pays s'appauvrit. Et c'est ce qui a fait notamment que M. Macron a vendu nos bijoux de famille. C'est-à-dire que M. Macron est quand même le responsable, avec M. Hollande et M. Valls, de la vente de Alstom, de la vente de Technip, de la vente de SFR, et surtout, quand je vous parle de patrimoine économique national, des aéroports français. Toulouse, Lyon et Nice. Voilà. Et puis même, attendez, on touche à des symboles, le château de Versailles. Une aile du château de Versailles a été confiée en concession à un groupe hôtelier international pour construire un hôtel dans le château de Versailles. C'est-à-dire qu'on en est à vendre le patrimoine national pour payer les factures courantes. Voilà la réalité. C'est-à-dire qu'on est en train de s'auto-détruire. Alstom, qu'est-ce que vous auriez fait? Alstom, très simplement, vous savez, on a la chance en France, depuis 2 siècles, d'avoir une grande dame, une grande institution de la finance, c'est la Caisse des dépôts et consignations et la Banque publique d'investissement française, qui aurait pu prendre des participations en 2014, c'est-à-dire monter au capital de Alstom, ce qui ferait qu'aujourd'hui, Alstom serait encore français. Or, M. Macron, M. Valls et M. Hollande ont signé l'autorisation de vendre Alstom à un géant énergétique américain qui s'appelle General Electric. Voilà. Tout comme Technip a été aussi vendu à un groupe américain FCM. Voilà, c'est quand même, ça s'appelle pour moi du piratage, de la piraterie moderne. Voilà. Mais au nom de quoi? Parce que Alstom s'occupe de l'entretien des centrales nucléaires en particulier? Oui, voilà, vous touchez un point extrêmement sensible que j'appelle moi la sûreté nationale, c'est-à-dire que Alstom était en charge de la maintenance des réacteurs des centrales nucléaires, du parc des centrales nucléaires français. Donc imaginez, là vous avez aujourd'hui une entreprise étrangère, d'une grande puissance étrangère, qui est chargée de faire la maintenance, comme je vous l'ai dit, du parc de centrales nucléaires. Si toutefois il y avait des réductions d'investissement qui toucheraient les procédures de sécurité, ça poserait un problème de risque même, vous étiez avec des écologistes tout à l'heure, de risque peut-être de Fukushima français. Voilà, on en est là, c'est-à-dire cette recherche de profit immédiat et destructeur de la sécurité des installations, des infrastructures. Ça peut poser un problème de sûreté nationale. Vous faites peur au public, là. Non, c'est une réalité. Hélas, c'est une réalité. Bernard Monod, vous nous parlez du Parlement européen, des personnes que vous fréquentez dans les cénacles d'experts. Que pense-t-il, et essayez de nous parler évidemment, j'attends de votre part une franchise extrême, de leur point de vue sur l'euro réellement, quand vous en discutez avec eux? Pas du slogan, pas de l'effet d'affichage qu'on a aujourd'hui en campagne électorale. Est-ce qu'on arrive à s'entendre sur un diagnostic quand on n'a pas forcément les mêmes opinions et quand Marine Le Pen porte des jugements sur l'Union européenne extrêmement sévères, quand elle parle de radicalisation? J'imagine que ça ne doit pas plaire et que ça ne rendra pas facile l'ouverture de négociations avec l'Union européenne si jamais elle arrive au pouvoir. C'est clair que ça va être un bras de fer, mais notre objectif, nous, c'est pendant ces 6 mois de négociations, c'est de rechercher un consensus, c'est d'arriver à une position commune qui convienne à tout le monde, c'est-à-dire que ce soit un engagement gagnant-gagnant pour tous les partenaires, car il n'est pas question de continuer cette guerre économique qui existe aujourd'hui dans la zone euro. Regardez entre l'Allemagne et la Grèce, regardez cette politique d'austérité que cherche à appliquer l'Allemagne et l'Union européenne sur la Grèce. Je précise, sur la Grèce, à l'heure actuelle, j'ai découvert ça il y a 3 mois et j'étais outré. Vous avez plus de 200 000 salariés aujourd'hui à cause de la politique d'austérité de la Troïka, c'est-à-dire la BCE, l'Union européenne et le FMI, qui se font payer en partie avec des tickets de rationnement, des coupons alimentaires. Voilà où en sont rendus les salariés et les Grecs aujourd'hui à cause de cette politique. C'est inacceptable. Ces gens qui se prétendent
soi-disant humanistes, accepter que leurs concitoyens européens subissent cette pression est inacceptable. Voilà. Donc si vous voulez, nous on va, sur l'euro en particulier, ils sont désemparés, ils ne savent plus comment s'en sortir, ils ne veulent pas avouer que l'euro-monnaie unique est dévastateur pour tous les régimes sociaux, c'est-à-dire ce qu'ils veulent c'est faire des réformes structurelles, ils n'ont que ça à la bouche. Donc réformes structurelles dans la bouche des Allemands et des européistes, c'est casser le système de protection sociale, sachant qu'on a l'un des meilleurs du monde. Bon, donc ça veut dire l'un des plus chers aussi. Des plus chers, il faut effectivement mieux le gérer et arrêter les gaspillages et lutter contre les fraudes, effectivement. Mais il faut que les Français comprennent bien que si on applique la politique de l'Union européenne, c'est la fin du système de protection sociale, à savoir notre sécurité sociale, nos régimes de retraite, nos régimes d'assurance chômage, et puis la politique familiale. Mais la fin, qu'est-ce que ça veut dire la fin ? Du jour au lendemain, il n'y a plus rien ? Ça va être le nivellement par le bas avec les pays d'Europe de l'Est. C'est-à-dire la Bulgarie, la Roumanie. Et on va s'aligner sur le moins 10 ans. Mais bien entendu, c'est pas eux qui vont se rehausser à nous, puisqu'on a l'un des meilleurs. Vous l'avez dit, il est cher, mais ça peut s'améliorer. Mais ça se fait de manière raisonnable dans le temps, mais sans faire de saccage social. Ce qui va se passer là, au nom, du sauvetage de l'euro et du sauvetage de l'euro-monnaie unique, et du système bancaire, c'est l'austérité et la fin du système de protection sociale français. Donc quand vous en parlez dans ces cénacles européens, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Oui, ils disent tu exagères, ils disent d'abord est-ce qu'ils vous tutoient ? Quelques-uns qui pensent comme nous. Moi, je regarde, ne serait-ce qu'en France déjà, et puis on va parler des technocrates et des autres députés des autres partis européens. Moi déjà, je vois sur les 11 candidats, il y en avait au moins 7 ou 8 qui étaient eurosceptiques. Ça veut dire qu'ils arrivent au même constat que nous, que cette Union européenne fédéraliste détruit la richesse des nations, et qu'il n'y avait que 3 candidats qui défendaient ce modèle fédéraliste. Il faut bien savoir que ce qui est en train de se préparer, et donc c'est la fuite en avant pour répondre à la question, c'est-à-dire que comme ils voient bien que tout ça ne marche pas, que c'est une usine à gaz, donc c'est une course en avant. Alors l'étape suivante, je vous le dis tout de suite, M. Macron est favorable au gouvernement économique de la zone euro. Ça veut dire que nous aurons un ministre de l'économie et des finances européen qui aura droit de vie et de mort sur, d'abord les Français, et puis surtout le gouvernement français. C'est-à-dire que nous serons ils seront de simples exécuteurs de la politique qui sera déterminée à Bruxelles, à Francfort. Bernard Monod, on va parler, juste après 8 heures, on parlera aussi des dépôts français. Comment sont-ils garantis ? Parce que c'est l'Union européenne qui a la main sur les banques françaises. En fait. Sujet très important. Voilà. Donc on va y venir, on va continuer un certain nombre de sujets liés évidemment à ce positionnement économique, puis je vous ferai réagir à un certain nombre de propos tenus par des grands patrons et qui s'inquiètent de l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Vous réagirez à un certain nombre de ces assertions qui sont publiées ce matin dans la presse. On se retrouve juste après 8h. Bernard Monod est député européen du Front National, stratégiste économique du FN et donc soutien forcément de Marine Le Pen. Il est avec nous aujourd'hui jusqu'à 8h30. Les infos, on le retrouve juste après. Le vendredi 5 mai, grande veillée de la miséricorde à l'église Saint-Sulpice à l'occasion du premier vendredi du mois. 18h45, messe présidée par le père Micas, supérieur provincial des Sulpiens, suivie de l'adoration et de la procession du Saint-Sacrement. Mois de mai, mois de Marie. Venez vous confier au cœur immaculé de Marie et au cœur sacré de Jésus ce vendredi 5 mai à l'église Saint-Sulpice. Renseignements 01 45 03 17 60. Saviez-vous que depuis le 1er avril, le gouvernement a mis en place une mesure visant à protéger le consommateur contre les arnaques des réparations à domicile ? Porte claquée, dépannage.com. Fuite d'eau, dépannage.com. Évier bouché, dépannage.com. Vitre brisée, dépannage.com. Volet roulant bloqué, dépannage.com. Panne électrique, dépannage.com. Dépannage.com, un professionnel de confiance, 7 jours sur 7 pour toutes vos urgences à domicile. Faites-vous dépanner sans vous faire arnaquer. Dépannage.com, dépannage.com. Byplombier.com. Donner à la Fondation Sainte-Geneviève, c'est participer au projet de proximité solidaire, éducatif et culturel de l'Église des Hauts-de-Seine, en lien avec les paroisses. C'est rendre espoir à tous. Distribution de repas, lutte contre le mal-logement, aide aux personnes handicapées, soutien aux familles, insertion des jeunes, projets artistiques, accès à la culture. Retrouvez-nous sur fondationsaintegeneviève.org et profitez d'avantages fiscaux sur l'ISF ou sur l'impôt sur le revenu.
Radio Notre-Dame. À 8h-2, comme chaque matin, on retrouve le Père Jean-Marie Crespin. Bonjour Père. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons Saint Athanase d'Alexandrie. Du 3e, 4e siècle, il fut le défenseur de la foi face à Arius. Pourquoi s'intéresser à Athanase aujourd'hui, dans cette période précise dans laquelle nous sommes ? Le pape Benoît XVI disait que Athanase a évité de réduire le Christ à une créature intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est la question de la divinité du Christ qui est derrière. Le concile de Nicée vient affirmer que le Fils est consubstantiel au Père. Derrière cela, nous sommes invités à regarder la vérité de la foi. Et combien il est essentiel aujourd'hui de s'interroger sur la vérité, non pas telle qu'elle est véhiculée, non pas telle qu'elle est pensée, mais telle qu'elle nous est donnée. Et je trouve que c'est un bon exemple à travers saint Athanase qui a été ce défenseur, à tel point qu'il a vécu l'exil à plusieurs reprises pour défendre la divinité du Christ. De la même manière, nous avons nous-mêmes à nous ancrer dans des vérités que le Seigneur nous révèle pour que nous en soyons les défenseurs. Bonne matinée en ce mardi 2 mai. C'est Bernard Monod qui est avec nous jusqu'à 8h30 ce matin, député européen, stratégiste économique du Front National. Il nous explique la position de Marine Le Pen sur l'euro et puis bien sûr analyse les données économiques à l'heure du second tour. On reviendra avec lui sur les risques de chypriotisation, notamment de l'économie française. Après les infos qui vous sont présentées par Flora Cortés. Bonjour à tous. Les finalistes de la présidentielle se sont rendus coup pour coup lundi par meeting et médias interposés. Marine Le Pen dépeignant son rival, un aller sans retour selon lui. À 6 jours du second tour, la journée du 1er mai a été l'occasion pour les duellistes de tenir leur dernier grand meeting de campagne. La candidate du Front National en Seine-Saint-Denis, celui d'En Marche à Paris, avant de s'affronter à nouveau dans la soirée à distance sur les plateaux de télévision. Des échanges qui ont donné le ton à 2 jours du débat télévisé entre les 2 finalistes. 6 policiers ont été blessés lundi, dont 2 très grièvement au cours des heures survenues en marge de la manifestation parisienne du 1er mai, a indiqué le ministre de l'Intérieur qui a dénoncé des centaines de casseurs professionnels. Il s'est exprimé lors d'un point presse après le défilé organisé par une intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaire entre la place de la République et la place de la Nation dans la capitale. Dans l'actualité internationale, le Hamas palestinien a annoncé lundi soir pour la première fois de son histoire avoir modifié son programme politique, disant accepter un État palestinien limité aux frontières de 1967 et insistant sur le caractère politique et non religieux du conflit avec Israël. Le Hamas est considéré comme terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et Israël, et nombre de ses dirigeants sont visés par des sanctions. En amendant pour la première fois en près de 30 ans ses textes fondateurs dénoncés par beaucoup comme antisémites, le Hamas tente de revenir dans le jeu des négociations internationales, estiment les experts. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, se joindra cette semaine au Kazakhstan aux représentants de la Russie, de la Turquie et de l'Iran pour des pourparlers sur un cessez-le-feu en Syrie. C'est ce qu'a indiqué l'ONU hier. Des réunions qui pourraient ouvrir la voie à un nouveau cycle de négociations de paix parrainé par l'ONU à Genève dans le courant du mois. Un 5e cycle de pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU s'était terminé le 31 mars avec peu de progrès, si ce n'est un accord pour continuer les discussions. La Grèce est parvenue à un accord préliminaire avec ses créanciers qui devrait ouvrir la voie à des discussions sur la réduction de sa dette, a annoncé mardi le ministère grec des Finances. Les discussions entre la Grèce et ses créanciers, Commission européenne, Union européenne et Fonds monétaire international avaient repris le 29 avril. Une réunion des ministres des Finances de la zone euro doit approuver cet accord le 22 mai prochain. Enfin, le président vénézuélien Nicolás Maduro a lancé lundi un processus pour une nouvelle constitution, initiative aussitôt rejetée par l'opposition qui a appelé les citoyens à refuser d'y participer et à convoquer de nouvelles manifestations. Nicolás Maduro a annoncé la convocation d'une assemblée constituante devant plusieurs milliers de ses partisans rassemblés dans le centre de Caracas à l'occasion de la fête du travail hier. Le grand témoin, Louis Dauphren. Bernard Monod nous explique ce que serait la politique économique du Front National s'il arrivait au pouvoir. Vous seriez à Bercy, en fait, si jamais Marine Le Pen l'emportait, non ? Ah, je sais pas. Non, pas sûr. C'est Marine Le Montvenu qui choisira. On laisse 3 petits points de suspension. En tout cas, on parle de l'euro et si jamais le Front National engage donc ces négociations
en vue de la sortie de l'euro. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a d'autres pays européens qui, fragilisés psychologiquement et économiquement, suivraient. Comment ça se passerait ce type de négociation? Parce que quand on négocie, ce n'est pas sûr que ça aboutisse. Absolument. Mais dans une recherche de consensus, dans le calme, nous allons faire des contre-propositions, comme j'expliquais juste avant, avec la proposition d'entrer dans une euro-monnaie commune au niveau de l'ensemble de la zone euro, des 19 pays de la zone euro, d'adopter justement ce qui existait déjà dans les traités, c'est l'article 140 du traité de l'Union européenne et l'accord de 2006, d'adopter le statut du Danemark. Aujourd'hui, le Danemark a sa couronne danoise, n'a jamais voulu rentrer dans la zone euro, donc ils ont obtenu une dérogation, comme je vous l'ai dit, depuis 2006. Et donc c'est ce que nous proposons d'élargir à l'ensemble des partenaires des 19 pays de la zone euro. Donc qui garderait l'euro? L'Allemagne? Non, mais il n'y aura Personne. plus, plus d'euro-monnaie unique. Il n'y aura plus de politique monétaire à l'unanimité. unique. Voilà, mais je vous garantis que nous serons majoritaires, parce que nous sommes majoritaires aujourd'hui dans la zone euro, à subir les souffrances économiques et sociales à cause d'une germanisation de l'économie européenne, où il n'y en a qu'un seul qui s'en tire bien, avec comme une galaxie de pays autour, comme la Hollande, l'Autriche, etc. Mais on voit bien qu'ils profitent, bien entendu, de cette concurrence déloyale en faisant leur production hors de la zone euro, dans les pays tchécoslovaques, notamment je donne l'exemple toujours de Volkswagen qui fait fabriquer donc ces pièces hors de la zone euro, puis les réimporte pour ensuite vendre leurs véhicules. Donc ça s'appelle de la concurrence déloyale. Donc si ça bloque, qu'est-ce qu'on fait? Alors si ça bloque, eh bien à ce moment-là, Marine ira devant les Français en disant voilà ce que nous avons obtenu sur la monnaie, sur le budget, sur le système bancaire, sur la reprise de nos frontières nationales, sur la politique agricole commune, sur la directive travailleurs détachés, etc. Nous allons revenir vers les Français et en fonction des résultats donc de cette renégociation des traités, nous les soumettrons aux Français et c'est eux qui vont arbitrer. On ne fera rien contre eux, on fera tout avec eux. Voilà. Et Bernard donc c'est Monod, eux qui choisiront leur avenir. Vu les relations tendues aujourd'hui entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui passent par un échange de discours quand même assez glacial, on n'imagine pas que les choses se passent bien entre Marine Le Pen et l'Union européenne aujourd'hui, dans l'état actuel des choses. Oui, sauf que je dirais que le pouvoir est de notre côté, c'est-à-dire que les peuples n'en peuvent plus. Regardez ce qui se passe en Grèce, à Chypre, en Italie, en Espagne, au Portugal, en France. Les peuples se réveillent, les peuples sont en colère, ils souffrent socialement terriblement depuis la crise de 2008, on n'en s'est jamais rétabli. Et c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni au mois de juin dernier. Et pourtant, ils étaient encore dans une situation relativement confortable, puisqu'ils avaient, eux, bien négocié en 1974. Je rappelle que le statut dérogatoire du Royaume-Uni est très spécial. Ils ont leur monnaie nationale, la livre sterling, ils ont leur banque centrale, ils ont leur budget, ils maîtrisent leur système bancaire national, ils maîtrisent leurs frontières. Et donc, si vous voulez, ils n'avaient pas de raison objective d'en sortir. Et pourtant, ils l'ont fait. Je pense par analyse politique qui craignait aussi cette vague migratoire massive qui est en train de se préparer, qui a déjà commencé depuis 2015 avec les plans migratoires. Voilà, donc si vous voulez, quelque part, nous souhaiterions négocier le statut dérogatoire du Royaume-Uni avant la sortie du Brexit, bien entendu. Alors, Bernard Monod, il y a des patrons qui se sont exprimés sur le sujet. Ils ont fait connaître leur position sur le programme économique de Marine Le Pen. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a quand même une opération séduction à entreprendre, parce que vous n'êtes pas forcément très apprécié. Je prends le PDG de Veolia, Antoine Frérot, qui dit par exemple que, mis à part les TPE, les PME, le Front National affiche une vision de grande défiance vis-à-vis des entreprises, alors que ce sont elles qui créent des richesses et des emplois. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, la personne qui s'exprime, c'est un grand patron du CAC 40. On voit bien qu'effectivement, il se développe, et nous, on en est ravis, parce que le Front National, de manière générale, est l'ami de toutes les entreprises françaises, des plus petites, en partant des artisans commerçants, TPE, jusqu'aux grandes entreprises du CAC 40. Simplement, nous priorisons les choses. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ceux qui ont beaucoup souffert, ce sont les TPE, PME et ETI, et que les multinationales, elles, font de plus en plus de profits, c'est très bien, de dividendes, c'est très bien, mais nous, on aimerait qu'ils investissent plus en France, qu'ils embauchent en France, et le fait d'embaucher dans les pays de l'Est, ou alors
de l'autre côté de la planète, nous, ça ne nous apporte pas de réponse en tant que dirigeants politiques. Nous, on pense à l'intérêt général des Français en France, d'abord. Et donc, moi, je dis à ces gens-là, attention, parce que le mondialisme, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est fait fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. À partir du moment où les gens ont moins d'emplois, ou perdent leur emploi, ou que les enfants ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail, etc., ça fait les consommateurs en moins. À qui vont-ils vendre leurs produits, leurs services? Donc, à terme, en continuant ce modèle de mondialisme destructeur, ils se tirent une balle dans le pied parce que leur modèle économique va lui-même imploser. Alors Antoine Frérot donne des arguments assez précis sur la sortie de l'euro. Il dirait que ce serait selon lui une catastrophe pour les entreprises françaises et les habitants. Elle se traduirait par la hausse du prix des matières premières et des biens importés, ainsi que le renchérissement de beaucoup d'investissements industriels. En effet, pour vendre, il faut produire, et pour produire, il faut des machines-outils. Or, 90% de celles utilisées en France proviennent de l'étranger. Oui, bien, c'est pour ça que Marine Le Pen propose dans son programme économique un grand plan de réindustrialisation du pays, justement pour compenser la part d'import dans le PIB. Donc progressivement, nous allons reconstruire l'industrie française en partenariat avec les industriels français, dans tous les domaines, que ce soit aéronautique, que ce soit automobile, que dans la chimie, dans la filière bois, enfin dans toute l'industrie classique, et puis aussi dans l'économie numérique, parce qu'il n'y a pas de raison que des grands opérateurs comme Google, Amazon, Facebook, etc., soient détenus par des groupes internationaux. Je pense qu'en France et en Europe, on peut lancer de grands projets industriels justement en coopération. Nous, ce que propose Marine, c'est une Europe des nations coopératives et qui se développe en commun. Voilà. Pour justement faire pas aux États-Unis, faire pas à la Chine. Voilà, c'est ça. Nous sommes dans une guerre économique mondiale. Ce que nous souhaitons, c'est nous réarmer dans cette mondialisation destructrice pour les nations. Et ça passe bien entendu par le rétablissement de frontières nationales, parce qu'un pays sans frontières, ce n'est plus une nation. Donc nous voulons être une nation avec des frontières nationales, justement pour réguler les entrées et sorties, pour contrôler les entrées et sorties, notamment des produits. Sur la question de la dette, c'est Thierry Breton, PDG d'Atos. L'élection de Marine Le Pen créerait une incertitude dévastatrice avec pour conséquence mécanique une explosion des taux sur la dette française dès le lendemain matin de l'élection et un élargissement très significatif de l'écart de taux avec l'Allemagne. Alors, un peu de chiffres, très rapidement. À un horizon de 24 mois, souligne Thierry Breton, la charge de la dette doublerait, passant de 45 à 90 milliards d'euros au minimum. L'impôt sur le revenu des Français rapportant 80 milliards, il faudrait l'augmenter de 50% sans même parler du reste du programme dont le coût dépasse 100 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous dites, Bernard Monod ? Ce que je dis, c'est que M. Breton, il a quand même été ministre de l'économie et des finances, qu'il est donc comptable de la dette qui a été faite à l'époque quand il était sous la présidence de Sarkozy et de Chirac, et que c'est quand même pas lui qui va venir nous expliquer comment ne pas faire de dette. Donc ces gens-là sont disqualifiés pour juger. Moi, ce que je peux vous dire, étant un homme de marché, c'est que de toute manière, les taux d'emprunt sur les marchés vont remonter, quel que soit le futur président. Bon, donc à partir de là, si vous voulez, il faut se réarmer. Et pour se réarmer, il faut avoir notre politique monétaire et notre politique de change nationale, comme toutes les grandes puissances économiques devant nous. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, le Japon ont tous leur politique monétaire et leur monnaie nationale. C'est le seul moyen, si vous voulez, de lutter à armes égales dans la mondialisation de l'économie. Et pour avoir objectif de conquérir de nouveaux marchés. C'est ça aussi. C'est-à-dire que grâce à Marine et son modèle de patriotisme économique, la France gardera et améliorera sa position dans le rang des puissances économiques mondiales. Voilà. Quel est l'intérêt, Bernard Monod, de monétiser sa dette ? Alors effectivement, nous, c'est un atout que n'ont pas nos adversaires, en l'occurrence M. Macron, puisque c'est interdit par la Banque Centrale Européenne et par l'Union Européenne, c'est de pouvoir monétiser une partie de la dette, c'est-à-dire faire du rachat de dette, soit par la Banque de France, mais aussi par le système bancaire français, avec lequel nous voulons coopérer intelligemment, en leur disant, écoutez, voilà la situation, les Japonais, par exemple, ont 97% de leur dette qui est domestique, qui leur appartient.
rien. Nous, ce que nous souhaitons, c'est franciser notre dette publique. Aujourd'hui, pourquoi on nous met le couteau sous la gorge au niveau des marchés financiers internationaux via nos créanciers? C'est parce que nous sommes dépendants de près de 60% de notre dette qui est non résidente, qui est étrangère. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est nous rendre indépendants, et pour ça, il faut que nous possédions notre dette. Et ça, nous allons le réclamer de manière tout à fait légitime, je dirais, à notre système bancaire français, en montant dans les achats de la dette publique française. Mais si on repasse ou si on passe en francs, ou un franc équivalent euro, puisque vous avez dit tout à l'heure que la parité 1 pour 1 sera maintenue, comment est-ce qu'on peut expliquer aux Français, j'essaie d'être le plus pédagogique possible, l'intérêt de passer dans sa monnaie nationale ou dans une monnaie nationale? Alors l'intérêt, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est de se réarmer dans la concurrence mondiale. Toutes les grandes puissances ont leur monnaie nationale. Bon. Donc si nous récupérons notre monnaie nationale, notre politique, donc on va avoir les capacités notamment de financer l'aspect budgétaire, mais aussi de relancer la machine économique, de financer le plan de réindustrialisation du pays en partenariat avec les industriels privés. Donc toujours avec un État stratège à la tête qui pilote tout ça, pour revenir dans la course mondiale. La France est une grande nation qui doit se réarmer dans la concurrence, je dirais, la concurrence déloyale que nous subissons depuis 15 ou 20 ans. Voilà, donc ça passe par notre monnaie, ça passe par notre budget, ça passe par notre système bancaire, ça passe par nos frontières nationales, comme toutes les autres grandes puissances économiques. L'État stratège, ça veut dire que pour les libéraux, vous êtes quand même extrêmement interventionniste. Pas du tout. C'est ça que ça veut dire? Pas du tout. L'État stratège, c'est ni étatiste ni interventionniste, sauf sur demande, justement. Je prends l'exemple de 2008, où les banques étaient en grande difficulté à cause de la crise de 2008. Elles se sont tournées vers l'État. Puisque M. Sarkozy, de toute urgence, a sorti le chéquier pour mettre sur la table 360 milliards d'euros pour éviter la faillite des banques à l'époque. Bon, donc nous allons... Vous auriez fait différemment? Oui, absolument. En tout cas, l'objectif aurait été bien entendu de sauver les banques. Non, en partie les banques de dépôt, enfin la Banque des Français, les banques de dépôt, les établissements de crédit, les banques spéculatives, les banques d'affaires qui spéculent sur les marchés financiers, ça aurait été un autre sujet. Mais en tout cas, défendre l'épargne des Français, les dépôts des Français, aussi bien des ménages que des entreprises, ça, on l'aurait défendu, mais à notre manière. C'est-à-dire qu'on aurait renfloué par la recapitalisation des banques, mais pour que ça appartienne aux Français. C'est-à-dire que là, on leur demande de faire un chèque, mais ils sont propriétaires de rien. C'est ce qui s'est passé en 2008 avec M. Sarkozy. Nous, ce sera, si les Français font un chèque, les banques leur appartiendront. Donc ça veut dire que vous les nationalisez d'une certaine façon, non? On peut monter au capital jusqu'à un seuil suffisant pour détenir le pouvoir de gouvernance sur la banque, mais sans nationaliser, on n'a pas besoin. Simplement, s'il y a une garantie financière de l'État via la Banque de France et via l'État stratège derrière, c'est ce que fait le Royaume-Uni. Je veux dire, ce que nous proposons existe, et pourtant le Royaume-Uni est un pays libéral. Bon. Mais aujourd'hui, le petit porteur est propriétaire de la banque, d'une certaine façon. Il possède les actions d'une banque. Ah non, il n'a que les risques. C'est ce qui s'est passé en Italie. Quelle est la différence entre un petit porteur, un actionnaire qui possède une part de la banque, et ce que vous proposez, le fait d'être propriétaire de la banque? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'avoir un pouvoir de décision. Or, là aujourd'hui, en tout cas en 2008, les clients étaient banquiers de la banque. C'est ça, ils faisaient un soutien, mais sans en avoir les droits de vote, sans avoir le droit de propriété sur la banque. Je veux dire, c'est totalement intolérable. Voilà, juste un chèque, c'est ça. Voilà, juste un chèque. C'est ce qu'on fait contribuer à Français via l'État dirigé par Nicolas Sarkozy à l'époque. Le discours du Bourget, François Hollande, la finance, l'ennemi, etc., il n'y est pas arrivé. Alors peut-être me direz-vous qu'il n'a pas cherché à y arriver, etc. Pourquoi est-ce que le Front National arriverait davantage à domestiquer la finance? La volonté politique et l'insoumission aux multinationales, aux lobbies. Le plus gros lobby, il y a 20 000 lobbies à l'heure actuelle à Bruxelles qui viennent tous pour défendre l'intérêt privé, l'intérêt particulier de leur secteur économique et puis bien d'autres. En particulier le plus puissant est le secteur bancaire. Nous ferons pièce, si vous voulez, à cette pression qui est imposée par les multinationales et le système bancaire. Nous pensons d'abord à l'intérêt des Français et de la France. Si ça doit nuire à la France, à ce moment-là, nous opposerons à ces pressions. Voilà, c'est la volonté politique qui est déterminante.
Donc c'est possible, c'est une question de volonté politique. En Techniquement, fait, c'est possible. Donc François Hollande ne l'a pas eu tout simplement, ni Nicolas Sarkozy. François Hollande s'est couché, c'est un petit peu la carpette de la finance. On voit bien ce qui s'est passé tout au long de son quinquennat. Et il disait que la finance n'avait pas de visage. Or, aujourd'hui, elle a un visage, c'est M. Macron. M. Macron est quand même un banquier d'affaires de Rothschild qui va nous expliquer demain comment créer de la richesse avec les entreprises nationales, alors qu'il n'a cessé de vendre le patrimoine économique national avec Alstom, Technip, SFR, les aéroports français. Enfin, ça s'appelle pour moi de la haute trahison. Vous avez déjà discuté avec lui? Monsieur Macron? Non, jamais. Jamais? Non. Vous n'avez pas cherché à le rencontrer? Non, j'y tiens pas. Il n'y a pas de possibilité de s'entendre quand on connaît, parce qu'il a une crédibilité de compétence, hein, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui fait sa force aujourd'hui peut-être par rapport à Marine Le Pen qui n'a pas dans le domaine économique. Mais la compétence, c'est quand il y a des résultats positifs. Or, il est responsable à lui tout seul de 300 milliards de dettes publiques pendant la période où il était ministre de l'économie. Il est responsable d'au moins 380 ou 400 millions de chômeurs. Les déficits extérieurs, les déficits intérieurs, la vente du patrimoine économique français avec les entreprises dont je vous parlais préalablement. Enfin, c'est ça la compétence. Moi, je le dis, il est incompétent économiquement et ça le disqualifie pour prétendre à la fonction suprême en France. Est-ce qu'il y a des risques pour les dépôts français dans les banques? Absolument. Absolument. De quel ordre? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble du système européen est en état d'urgence parce que les banques, globalement, sont sous-capitalisées depuis la crise de 2008. Ils s'en sont jamais vraiment remis. Alors, en France, par relativité, elles sont en meilleure santé que la plupart des autres banques italiennes, allemandes, etc. Il faut savoir que depuis 2015, il y a eu une quinzaine de banques qui ont fait faillite. Les gens ne le savent pas, notamment en Italie, en Autriche, en Allemagne. Et donc, il faut trouver un autre modèle. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est de sortir de l'union bancaire, car pour compenser, si vous voulez, ce qui s'est passé à Chypre, où il y a eu une faillite du système bancaire chypriote et une banqueroute de l'État chypriote, eh bien, ils ont inventé un système qui s'appelle, c'est un tout petit peu technique, c'est le bail-in, c'est-à-dire je prends l'argent sur le compte des clients de la banque, que ce soit particulier ou entreprise, pour sauver le capital des banques et les renflouer. Voilà. Nous trouvons ça inadmissible, hein, c'est un hold-up, voilà. Et donc ils ont inventé de toute urgence ce qu'on appelle l'union bancaire, qui a été votée en 2014. Et l'union bancaire, ça consiste justement à autoriser la confiscation des dépôts et de l'épargne dans les banques des Français. Et la France a été encore plus loin, puisque la loi Sapin 2, l'article 49 de la loi Sapin 2, autorise également sur les contrats d'assurance vie à bloquer les retraits et les arbitrages donc de ceux qui les assuraient dans les contrats d'assurance vie. Donc ça veut dire que quelque part, lorsque la prochaine crise financière arrivera, et croyez-moi qu'elle arrive à l'horizon, eh bien tout le système, le régime qui s'est mis en place légal autorisera les autorités à pomper l'argent dans les comptes des clients et dans le contrat d'assurance. Directement, même si on est garanti normalement jusqu'à 100 000 euros. Absolument. Alors ça, c'est le leurre absolu, c'est-à-dire techniquement, juridiquement, effectivement, ça figure dans les textes. Le seul problème, c'est que au niveau européen, ce qu'on appelle le troisième pilier, donc le fonds de garantie européen, les Allemands n'en veulent pas. Hein. Donc il n'y aura jamais vraiment de fonds européens. Et même s'il y en avait un, l'objectif c'était 55 milliards. Quand on voit les milliers de milliards qui sont engagés dans les dépôts de l'ensemble du système bancaire européen, ça ne tient pas. Et deuxièmement, en France, il y a seulement 3 milliards d'euros dans le fonds de garantie français pour couvrir et garantir 1335 milliards de dépôts en France. C'est une rigolade. C'est totalement insuffisant. Donc, ça sera saisi purement et simplement. Ils arriveront à la phase ultime de saisie et de confiscation des dépôts lors de la prochaine crise systémique qui approche à grands pas. Ça veut dire qu'il faut mettre son argent dans un pays où on ne peut pas vous saisir. C'est ça veut dire qu'il faut mettre son argent dans un pays dirigé par une présidente patriote qui va apporter un autre modèle, c'est-à-dire que lorsque les banques seront en difficulté, ce sera l'État stratège et la Banque de France qui viendra au secours très rapidement des banques pour sauver les dépôts, pour sauver l'épargne, notamment des Français dans les banques. Qu'est-ce que vous allez dire à Marine Le Pen pour qu'elle prépare son débat dans les meilleures conditions ?
Oh bah écoutez, je vais rien dire de plus que ce qu'on fait depuis des années avec Marine. Si, certainement, parce ça que fait c'est quand 10 même ou un 12 événement particulier. Oui, mais bon, ça c'est un petit peu de la tactique, mais stratégiquement, tout a été dit, tout a été travaillé depuis 10 ou 12 ans avec Marine. Elle sait très bien, elle a son référentiel en tête, économique, social, institutionnel. Elle connaît très bien ses dossiers, et je peux vous dire que M. Macron a du souci à se faire quant au Quelle est la résultat. faiblesse d'Emmanuel Macron pour vous? Il n'aime pas la France. Sinon, il ne la travaillerait pas comme ça. Alors que Marine a le sentiment patriotique qui vibre en elle de toutes ses forces, si vous voulez. Les sacrifices qu'elle fait depuis des décennies pour défendre la France et les Français sont gigantesques. Donc personne ne peut lui reprocher sa volonté de patriotique. Mais le dynamisme, le fait de vouloir secouer un système qui est assis sur la rente, c'est un crédit à apporter à Emmanuel Macron. Vous voyez, alors que Marine Le Pen est plutôt dans une logique qui demeure assez étatiste malgré tout. Non, pas du tout. L'État, l'État stratège, c'est un moyen, c'est pas un but. L'objectif, c'est de défendre, de mettre à l'abri les Français contre tous les risques qui sont en train de menacer l'existence même de la survie de la France. C'est-à-dire l'identité nationale, la sécurité, on n'en a pas parlé, mais tout est lié, si vous voulez. Quand vous avez, les dirigeants économiques comme Madame Lagarde, comme Monsieur Constanzio, le numéro 2 de la Banque Centrale Européenne, Monsieur Moscovici, qui vous disent qu'il faut absolument faire des plans migratoires pour sauver la croissance économique de la zone euro, c'est bien parce que leur système ne marche pas. Donc des plans migratoires, ça veut dire de faire venir? Oui, faire venir, bien entendu, des migrants pour venir faire le travail des Européens, en particulier les Français. Et on le voit bien que Mme Merkel a fait rentrer 1,5 million de migrants qui se sont disséminés partout en Europe et en particulier en France. Donc je donne juste un exemple de cette hypocrisie. Soi-disant, ils sont là pour soutenir de manière humanitaire les migrants qui fuient leur pays, mais enfin, ils leur proposent, par exemple, à la mairie de Berlin, des contrats à 1 euro de l'heure. Voilà. Moi, j'appelle ça de l'esclavagisme. Voilà. Bernard Monod, un dernier mot. Catholique, votre rapport à l'Église, quel est-il? Croyant, fervent croyant. L'Église, un peu déçue parce que c'est par ses prises de participation et ses prises de position surtout dans la politique. L'Église n'a pas encore de participation. Non, prise de position effectivement politique. Je pense que quelles que soient les religions, ils ne doivent pas se mêler de politique. Il faut une certaine compétence pour bien comprendre tout ce qui se passe, même s'ils ont ressenti une intuition, mais les choses sont compliquées et je pense qu'ils ne peuvent pas donner des orientations de vote donc à leurs fidèles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bernard Monod, député européen du Front National, stratégiste économique donc du FN et évidemment soutien de Marine Le Pen. Merci d'avoir été notre invité ce matin dans Le Grand Témoin. Bonne journée. Merci à vous. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Il est 8h. Il est 8h. Il est 8h. Il est 8h. Il est 8h.